Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à la station F à Paris pour rencontrer Jérôme Leroy. Jérôme a une double casquette. Il est d'abord le fondateur de Winat. C'est une start-up qui permet aux agriculteurs de connaître avec précision la météo sur leurs parcelles pour agir au moment le plus propice. Depuis ce début d'année, il est également président de la Ferme Digitale. La Ferme Digitale, c'est l'association qui regroupe les start-up innovantes du monde agricole. On les appelle aussi les start-up de l'agritech. Alors vous vous en doutez, avec Jérôme, on a parlé d'innovation en agriculture. Certains comparent la vague d'innovation actuelle à la révolution qu'a engendré le tracteur dans les fermes. J'ai donc souhaité savoir de quel type d'innovation on parlait exactement et ce qu'elle pouvait vraiment apporter pour aider le monde agricole à faire face aux grands enjeux auxquels il est confronté. Une chose est sûre, et vous le verrez, les agriculteurs sont de plus en plus connectés et équipés. On est bien loin des clichés. Alors, ces startups de l'agritech sont-elles la nouvelle baguette magique du monde agricole ? Jérôme nous fournit toutes les clés pour répondre à la question. Une dernière petite chose avant de démarrer l'épisode, j'ai vraiment besoin de votre aide. Si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify pour écouter La Clé des Champs, ce serait vraiment top que vous preniez 1 minute pour noter le podcast, idéalement avec 5 étoiles évidemment. Ça m'aiderait énormément à le faire connaître. Merci beaucoup à tous et bonne écoute. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici à la station F. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Bonjour, alors je suis Jérôme Leroy, j'ai créé une start-up en agriculture qui s'appelle Winat. Je suis aussi président de la Ferme Digitale et aujourd'hui on se trouve chez Shake Up Factory qui est un accélérateur de start-up en agri et food tech qui est basé à Station F dans le 13e arrondissement à Paris. Ouais, Station F, je crois, qui est le plus grand incubateur de start-up d'Europe ou du monde même. Bah, tu l'as vu, hein, quand on est arrivé, c'est impressionnant. On est sur des centaines de mètres de bureaux alignés avec des entrepreneurs et entrepreneuses qui créent des entreprises tous les jours dans tous les secteurs et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. On peut pas être mieux situé pour parler d'innovation en agriculture que là où on est aujourd'hui. Alors tu l'as dit, tu as créé ta start-up Winat en 2014. Avant ça, j'ai vu que tu avais fait une grosse carrière chez Decathlon en expatrié, notamment en Inde, à des gros postes de direction. Ça a été quoi pour toi le déclic de te lancer dans le monde agricole ? Alors le déclic, c'est que pendant effectivement les 15 ans que j'ai passé à l'international, j'ai vécu au Japon, j'ai vécu en Inde, j'ai vécu en Turquie. Je m'occupais plutôt des filières textiles au départ chez Decathlon et du coup j'ai été amené très très vite à rencontrer des agriculteurs pour du coton biologique, pour différentes fibres, afin de mettre en place avec eux des filières complètes pour garantir l'approvisionnement en coton notamment de Decathlon. Et c'est ce contact avec les agriculteurs, notamment en Inde, où j'ai pu constater qu'ils avaient tous des téléphones mobiles, ils avaient tous des problèmes au quotidien pour protéger leur culture, pour récolter, pour semer. Et qu'en fait, malgré le fait qu'ils aient tous des téléphones mobiles, parfois 2 à 3 téléphones mobiles par famille, ils prenaient des mauvaises décisions tous les jours parce qu'ils n'avaient pas le conseil agronomique au quotidien qui arrivait directement sur leur téléphone et ils faisaient encore beaucoup confiance à leur savoir-faire empirique. D'accord. Et alors du coup, c'est comme ça que tu as eu l'idée de lancer Winat. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'elle fait et quels problèmes des agriculteurs elle résout ? Oui, alors Winat, en fait, c'est une société qui a maintenant 7 ans. On a créé un capteur de pluie qui mesure tout simplement la pluie, l'humidité et la température, qui remonte cette donnée toutes les 15 minutes. Et à quoi ça sert principalement ? C'est les premiers agriculteurs que j'ai rencontrés en fait, entre 2013 et 2014 qui m'ont dit « Moi, j'ai besoin de mesurer quelque chose tous les jours, au quotidien. C'est combien il a plu, où il a plu. » Et de savoir s'il va pleuvoir. Pourquoi ? Pour pouvoir me déplacer sur les bonnes parcelles, pour pouvoir être alerté en temps réel du début d'une pluie ou d'une fin d'une pluie et pouvoir gagner du temps. Si par exemple je me situe pas loin d'où je suis à côté de Nantes, d'un côté de la Loire ou de l'autre côté de la Loire, si j'ai 2 parcelles séparées, parfois il pleut sur l'une et il pleut pas sur l'autre ou sur un versant. Et s'il pleut, je vais pas pouvoir y aller avec mon tracteur, ça sert à rien puisque je vais perdre de l'argent, perdre du temps. Et donc d'être informé en temps réel grâce à mon téléphone mobile qui est relié à ce capteur, grâce à une alerte, à une notification ou à un SMS, ça va me faire gagner du temps, de l'argent et parfois même des produits pour protéger les cultures. Et ces capteurs, ils sont installés directement dans les champs des agriculteurs du coup ? Voilà, la particularité de ces capteurs, c'est qu'ils ont tous un GPS embarqué. Ils sont tous directement dans la parcelle de l'agriculteur. Ils l'implantent dans la parcelle. Ça, c'est pour les capteurs qui mesurent la pluie, l'humidité et la température. On a aussi des capteurs qui permettent d'être au plus proche de la plante. On a des capteurs dans le sol également qui permettent de mesurer l'humidité du sol.
Et pour ces capteurs-là, ça permet d'optimiser la quantité d'eau qu'on va apporter à la culture. Ok, pour être plus performant, on en reparlera. Et alors, tu as une double casquette, tu es aussi président de la ferme digitale. Tu peux nous expliquer ce que c'est cette association ? Oui, alors c'est une association qu'on a créée il y a maintenant 6 ans. On était 5 entrepreneurs dans l'agriculture. On était tous fils ou petits-fils d'agriculteurs. Et on s'est dit qu'on devait aussi avoir notre propre association pour défendre un peu notre vision de l'innovation dans l'agriculture. J'en ai pris la présidence en janvier 2021. Et cette association, elle a pour but de rapprocher, on va dire, l'agriculteur et le consommateur et de diffuser les innovations qui se créent tout au long de la chaîne de valeur alimentaire pour faciliter la vie de l'agriculteur, faciliter l'accès du consommateur à une nourriture de qualité. Et on est passé de 5 membres en 2016 avec donc 35 salariés dans les 5 entreprises à plus de 80 membres aujourd'hui qui représentent 1600 salariés. Et alors du coup... il y a quand même, on le voit avec la ferme digitale, tu viens de nous le dire, vous représentez de plus en plus de startups parce qu'il y en a de plus en plus qui se développent. En 2018, je voyais que l'AgTech avait levé 227 millions d'euros quand même. Il y a un vrai courant d'innovation aujourd'hui. Oui, exactement. On voit les innovations apparaître sur toute la chaîne de valeur pour optimiser la pratique dans un bâtiment, la pratique auprès des animaux, la pratique auprès des cultures. On voit la robotique aussi qui se développe énormément, des nouvelles formes de molécules pour naturel notamment, pour compléter, on va dire, la manière dont l'agriculteur protège ses cultures ou nourrit ses cultures. On a une vraie tendance aussi à la biotechnologie qui se développe en agriculture et toutes ces autour de la donnée aussi. On a beaucoup de startups qui se créent autour de la donnée. On a beaucoup de logiciels qui se créent pour faire gagner du temps à l'agriculteur. On a aussi de la traçabilité alimentaire, beaucoup de startups autour de la traçabilité alimentaire qui se créent et ça représente environ entre 450 et 600 startups aujourd'hui rien qu'en France. Ouais, c'est énorme et certains le comparent à la révolution que le tracteur a amené dans les années 50-60. Est-ce qu'on est de cet ordre-là ? Est-ce que ça va bouleverser les choses à ce point-là dans les fermes ? Je pense qu'avec l'impact que ça a sur le confort de vie de l'agriculteur et le gain de temps que ça lui procure, je pense qu'on peut complètement comparer ça à la mécanisation, l'arrivée du GPS et maintenant effectivement l'arrivée des nouvelles technologies, de la robotique, de la biotechnologie, du numérique. Je pense que clairement l'agriculture des 50 ou 100 prochaines années sera fortement liée à ces innovations, en plus de l'évolution des pratiques, notamment liées à l'impact environnemental. Et alors on parle beaucoup d'innovation, tu les as classifiées là juste avant, mais est-ce que concrètement tu pourrais nous donner des exemples d'innovations qui ont bouleversé le travail dans les fermes et qui aident vraiment les agriculteurs à travailler au quotidien ? Oui, on va commencer par la première, le tracteur, on en a déjà parlé donc on ne va pas le refaire, le GPS, clairement dans les années 90, le GPS a été inventé dans les années 50 et c'est arrivé dans les fermes, on va dire dans les années 80. C'est une des premières professions à s'être massivement équipée de GPS. Et clairement, aujourd'hui, ça change la vie de l'agriculteur parce que ça lui permet d'avoir une précision au centimètre près, semer au centimètre près, récolter au centimètre près, ne pas refaire des erreurs, revenir dans le champ exactement à l'endroit où on a semé pour pouvoir récolter et faciliter aussi la conduite dans les champs et le gain de temps, la sécurité aussi de l'agriculteur. Oui, parce que je voyais qu'en fait, ils peuvent maintenant équiper leurs tracteurs en termes d'innovation très concrète de ces GPS qui sont soit assistent leur conduite, c'est-à-dire qu'ils vont dire prenez telle direction, tournez à ce moment-là, etc. Soit carrément avancer tout seul et du coup ça évite au tracteur de passer plusieurs fois au même endroit et donc de traiter la parcelle plusieurs fois au même endroit, etc. Voilà, tout à fait. Ça aujourd'hui, le logiciel et le tracteur équipé de GPS permet à l'agriculteur de ne plus toucher le volant une fois qu'il est dans la parcelle, qu'il a cadré, qu'il a organisé un petit peu la parcelle, ça prend peut-être 2 heures ou 3 heures, ou on va dire 5 heures à faire la parcelle. Tout est programmé. L'agriculteur, pendant ce temps-là, il peut faire autre chose. Il peut regarder son téléphone et écouter la clé des champs. Écouter la clé des champs. Il peut écouter les informations, se cultiver, se former aussi dans son métier et puis préparer les opérations futures, passer des coups de téléphone à ses salariés pour optimiser ce qui se passe ailleurs. Et effectivement, le GPS a changé beaucoup de choses. Ouais. Mais je voyais que les fabricants conseillaient quand même de rester dans la cabine. On ne peut pas quitter le tracteur pour autant. Oui, c'est vrai. Il y a des fabricants qui conseillent de rester dans la cabine, puis il y en a d'autres qui créent des robots, ça c'est. Mais voilà, je pense que le GPS clairement a vraiment changé des choses dans pas mal de fermes. Après, il y a d'autres innovations. Il y a aussi les robots, par exemple, les robots de traite notamment, qui est une des technologies qui a commencé à arriver en France il y a peut-être 20 ans, 25 ans, et qui est maintenant massivement déployée en France. C'est plus de, j'ai pas exactement les chiffres exacts, mais c'est plus de 15 à 20 000 robots, je pense, de traite dans les fermes, qui permettent à l'éleveur d'optimiser son temps, de faire au petit déjeuner avec ses enfants, et puis et ensuite de pouvoir constater
lire les données, analyser ce qui s'est passé et puis optimiser la qualité de son lait au final. Et puis effectivement, les vaches avec le robot de traite, elles vont à la traite quand elles veulent et elles font les allers-retours comme ça dans la journée. L'éleveur n'a plus besoin d'être là le matin, le soir pour traire ses vaches. C'est beaucoup moins contraignant. Les animaux s'habituent très très bien. Et il y a d'autres innovations qui facilitent aussi le quotidien des agriculteurs, c'est les détections de vélage, c'est-à-dire qu'on va surveiller le comportement de l'animal et c'est des périodes qui sont très très difficiles. En bovin, on parle de vélage, en brebis, on parle d'agnelage. C'est des périodes qui pour les éleveurs sont hyper contraignantes, ils doivent être disponibles 24/24, ils doivent faire le vétérinaire, ils sont au plus proche de leurs animaux et il y a certaines solutions aujourd'hui techniques qui permettent effectivement aux éleveurs d'être informés sur leur téléphone mobile par un SMS ou une notification quand l'animal présente un comportement qui est proche d'un vélage ou d'un accouchement et ça va permettre à l'agriculteur de se réveiller au bon moment et de gagner peut-être 1 heure ou 2 heures de sommeil. Et ça c'est énorme dans la vie d'un agriculteur. Oui, Jean Basta qui est éleveur de blonde d'Aquitaine, il me racontait qu'il avait effectivement un capteur sur la queue de la vache et que en fait quand elle est au point de véler, donc l'équivalent d'accoucher, la queue se lève et reste de plus en plus longtemps en hauteur et que à ce moment-là il a une alerte quand elle reste vraiment un certain temps en hauteur, ça veut dire que le vélage est prêt à arriver. Voilà. Et ensuite, il y a toute la partie de captage de données dans les champs pour faire de la modélisation, des prévisions aussi. Ça aussi, ça révolutionne le quotidien des agriculteurs. Oui, effectivement, on constate aujourd'hui les changements un peu climatiques, les comportements des saisons, les épisodes de plus en plus intenses de pluie, les épisodes de plus en plus intenses de gel, les sécheresses remettent un petit peu en cause, effectivement, certaines habitudes empiriques qu'avait le grand-père, puis le fils, puis le petit-fils, et c'était sur ces repères-là qu'on conduisait une culture, qu'on conduisait une exploitation. Tout ça aujourd'hui, c'est en pleine remise en cause, et effectivement, on va pouvoir, en utilisant les données de satellite, un satellite, ça passe entre tous les 14 jours ou tous les 6 jours, donc ça permet d'avoir une information sur la parcelle. Ça passe au-dessus de la ferme, c'est ça ? Ça passe au-dessus de la ferme, c'est des satellites qui tournent autour de la Terre en 14 jours et qui permettent d'avoir donc une image toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, en fonction du type de satellite, sur exactement la parcelle, avec une précision quasiment au centimètre. Donc voilà, ça c'est des informations qui, quand l'agriculteur les utilise, croisées avec des capteurs qu'ils peuvent avoir dans les champs, des capteurs dans le sol, des capteurs dans l'air, va permettre à l'agriculteur de mieux comprendre ce qui s'est passé d'une année sur l'autre et potentiellement d'avoir aussi des meilleures prévisions. Savoir à quel stade de sa culture elle est, est-ce qu'il y a des risques de maladie, est-ce qu'elle est en stress hydrique et du coup est-ce que je dois la protéger contre un stress hydrique, à quelle date je dois récolter pour avoir le meilleur rendement. Voilà. Et tout ça, c'est clair que de plus en plus de solutions, de logiciels existent et permettent à l'agriculteur d'optimiser son quotidien. Voilà. Ouais, c'est vraiment des aides à la prise de décision en fait. Effectivement, tu as raison. Toutes ces innovations, on les classe un peu dans des outils qui s'appellent les outils d'aide à la décision, qui sont vraiment utilisés de plus en plus par les agriculteurs. Et je crois que tu avais été impressionné par des robots de lavage aussi chez les éleveurs. Oui, alors je raconte cette anecdote parce qu'effectivement, en vacances en Auvergne cette année, je vais dans une ferme pour acheter du Saint-Nectaire. Vous êtes tous fans de Saint-Nectaire, en tout cas pour moi c'est mon cas. Et mon fils observe un robot, je n'avais pas vu qu'il y avait de robot, observe un petit animal mécanique qui fonctionne tout seul dans la ferme. Et j'en avais déjà entendu parler, et je regarde ce qui se passe et je vois effectivement le robot qui fait des allers-retours, des va-et-vient pour nettoyer en fait l'élevage. Il va nettoyer le bâtiment et je reviens... ramasser le fumier et tout ça. Ouais, ramasser le fumier, et rendre propre, on va dire, pour les animaux une fois qu'ils reviennent en fait dans le bâtiment, après avoir passé la journée ou la nuit dans le bâtiment. Et je demande à l'agricultrice qui était une jeune installée, et je lui dis à quoi ça sert exactement. Elle me dit ça m'a changé la vie. Ça nous a fait gagner 6-7 heures. Par quoi ? Par non, semaine ? pardon, 2-3 heures par jour, c'est-à-dire entre 15 et 20 heures par jour, par semaine de travail. Donc c'est énorme. Ouais, c'est impressionnant. Voilà. Non seulement c'est joli et c'est un peu un gadget et on pense que ça peut être un gadget d'avoir un robot. Mais là, pour ce cas-là, on n'est plus du tout dans le domaine du gadget, on est dans le domaine du gain de temps, du confort de vie et le témoignage de l'agricultrice était incroyable. Elle venait de s'installer et elle me dit ça a changé la vie de moi et de mes associés. Et de notre discussion là, j'ai le sentiment que l'innovation en agriculture, elle a finalement 2 intérêts. Le premier, c'est d'améliorer le confort de travail des agriculteurs. On vient de donner un exemple concret là. Et le deuxième, c'est de faire plus avec moins, c'est-à-dire d'avoir de meilleurs rendements en utilisant moins de temps et puis en utilisant aussi moins d'intrants, engrais, produits phytosanitaires ou pesticides, on les appellera comme on veut, de l'eau aussi, de mieux arroser. C'est ça vraiment l'objectif de ces innovations-là ? Clairement, je pense que sur le confort de travail, on vient de l'expliquer, sur l'optimisation de la rentabilité de la ferme, il y a deux manières de faire. C'est soit on diminue les coûts,
pour être plus rentable. Soit on diminue les coûts, soit on augmente la valeur ajoutée et donc le volume, le chiffre d'affaires. Quand il s'agit de limiter les coûts, effectivement, on va travailler sur tout ce qu'on met dans les cultures, tout ce qu'on utilise pour protéger les cultures. On voit qu'on va utiliser l'eau, bien évidemment le temps de travail, effectivement, qui est aussi un des coûts les plus importants pour toutes les entreprises de France et du monde entier. Les ressources humaines c'est ce qui fait la clé et la différence de toute entreprise, à commencer par l'agriculteur, mais c'est aussi un temps que l'agriculteur veut bien souvent garder pour lui, pour sa famille, pour ses proches, et il ne veut pas non plus passer comme nos grands-parents une centaine d'heures dans la ferme sans avoir de vie à côté. Aujourd'hui, c'est plus possible, et effectivement, toutes ces innovations-là vont permettre de gagner de l'eau, du temps, des intrants, et vont agir aux différentes saisons sur le bon indicateur pour que l'agriculteur pilote au meilleur, plus finement son exploitation, donc ses coûts. Et ensuite, la deuxième manière de gagner mieux sa vie, c'est de la valeur ajoutée. C'est-à-dire comment je peux vendre plus cher ma récolte, comment je peux vendre plus cher mon lait, est-ce que je peux transformer à la ferme, est-ce que je peux créer un petit atelier à la ferme à partir de mon blé dur pour faire des pâtes et les vendre dans mon département, dans des magasins spécialisés. Voilà, il y a ces deux aspects-là, et il y a des innovations aussi sur ces aspects-là, de plateformes qui vont permettre à l'agriculteur de vendre directement au consommateur final. On parle de circuit court, et donc il faut travailler sur ces deux aspects-là. Les agriculteurs sont des entrepreneurs, sont des chefs d'entreprise, et ils travaillent à la fois sur leur structure de coûts, comme sur leur structure, comme sur les débouchés. Et c'est sur ces aspects-là que les startups, clairement, les innovateurs se positionnent pour aider l'agriculteur à gagner du temps, à gagner en confort, optimiser, arrêter de travailler avec le crayon papier. Tout simplement. Et ça m'amène à la minute économie du podcast. On sait qu'il y a un vrai enjeu de rémunération de l'agriculteur aujourd'hui. Toi, tu penses que l'innovation, elle peut régler ce problème-là ? Je pense que la rémunération, on est tous responsables un petit peu dans notre consommation quotidienne, du respect, on va dire, de l'agriculture et de sa fonction, on va dire, nourricière. On est tous aussi responsables un petit peu des produits qu'on achète, de nos comportements. Donc l'agriculteur, si quelque part il est dans une dynamique où il a un peu de difficulté, soit effectivement il s'équipe, il gagne du temps, soit il crée plus de valeur dans sa ferme. On voit de plus en plus de filières dans lesquelles les agriculteurs créent de la valeur, et je pense sincèrement qu'effectivement ils se retrouvent eux-mêmes à innover d'ailleurs. Ils se retrouvent eux-mêmes à innover, et je pense que de plus en plus, effectivement, on l'a vu au dernier recensement agricole, la ferme française, ça reste une ferme de 70 hectares, 70-75 hectares en moyenne, donc ça reste une ferme familiale qui est en train de grandir, dans laquelle il y a de plus en plus de salariés, et donc il faut optimiser comme une vraie entreprise la structure de coûts et innover pour gagner du temps, gagner en confort et pouvoir piloter sa ferme grâce à des outils modernes. Et effectivement, mieux gagner sa vie, ça passe par l'innovation, mais ça passe aussi par le changement de modèle. Parce que je te pose la question, parce que quand j'en discutais avec un agriculteur, un éleveur de volailles à Thibaut dans les Landes, il me disait, mais en fait l'innovation c'est comme le tracteur, nos grands-parents ils ont cru que ça allait changer leur vie, qu'ils allaient mieux gagner leur vie, etc. Au final ils ont gagné en confort, ils ont gagné en rendement, mais en termes de niveau de vie, pas tant que ça. Et donc lui il me disait que c'était un peu toujours la course en avant, mais que d'un point de vue rémunération pure, ça changerait pas grand-chose. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est toujours le discours, effectivement, où on a du mal à se dire que l'innovation, parfois, elle crée de la valeur. Moi, je pense que sur le compte d'exploitation, elle crée de la valeur. Maintenant, sur l'achat du produit agricole en soi, par le consommateur, je trouve qu'effectivement, la course en avant actuelle de baisse des prix, de guerre des prix, qui continue avec certains distributeurs, effectivement, qui utilisent leur marge sur d'autres produits pour compenser les pertes sur les produits agricoles, ça pose effectivement une responsabilité globale, sociétale. Donc si on veut garder une agriculture, si on veut garder la qualité nutritionnelle de nos produits, il va falloir qu'on paye plus cher notre nourriture. Moi je reprends l'exemple, je pense qu'il y en a plein qui en parlent, mais moi je pense qu'à l'époque de mes grands-parents et même mes parents et peut-être même moi, je pense que moi je dépense beaucoup plus que 7% de mon budget dans l'alimentation. Peut-être parce que j'ai aussi des moyens, mais c'est aussi d'abord un choix. Et la moyenne des Français ne met que 7% dans son budget alimentaire, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, on dépensait 40%. Et entre 30 et 40%. C'était plus de 20%, je crois. Voilà. Alors, je pense qu'on mangeait plus sainement, on mangeait plus lentement, on prenait plus le temps, etc. Aujourd'hui, on veut aller vite, on veut que ça aille vite. La qualité nutritionnelle revient, c'est devenu la naturalité, les circuits courts, le bio, il y a des tendances assez fortes, mais on a du mal à passer à un mouvement massif
de prise de conscience. Et la majorité, mine de rien, des Français consomment encore en grande distribution. Et ça, l'innovation, malheureusement, ne peut pas transformer tous les comportements. Pour finir, la minute économie, ces technologies demandent beaucoup d'investissement aussi. J'avais discuté avec Edith, une éleveuse vers Montauban, qui m'expliquait que son robot de traite, elle avait payé 150 000 euros. Je voyais que les GPS de guidage, là, les plus perfectionnés, c'était 35 000 euros. Est-ce que l'intérêt, le gain que peut générer ces innovations, il permet d'amortir le coût de ces installations pour l'agriculteur? Parce que finalement, c'est toujours lui qui se retrouve à prendre le risque à la fin. Oui, alors c'est sûr qu'il faut faire des calculs quand on investit dans ce type de matériel. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que la ferme France soit la moins mécanisée au monde. Je pense qu'on peut faire des efforts en partageant son matériel, etc. Notamment, on a des innovations qui existent. On peut partager son matériel, on peut se mettre en CUMA. Et ça, la France a quand même beaucoup de CUMA qui permettent de partager le matériel. Maintenant, c'est vrai que ces technologies dont on parle, forcément, les premiers adopteurs de ces technologies sont quand même les plus grandes fermes. C'est vrai qu'il y a une réalité. On parlait tout à l'heure de la ferme française moyenne qui est à 70 hectares, c'est-à-dire qu'on reste une agriculture familiale. Néanmoins, je pense qu'effectivement, même si c'est en train d'évoluer, les utilisateurs de ces technologies sont effectivement les plus grandes fermes, c'est-à-dire entre 100, 120, 130 hectares, etc. Et plus encore. Ça paraît logique parce qu'il faut de la surface pour amortir ces investissements-là aussi. Faut de la surface, faut du chiffre d'affaires, donc faut du rendement. Ça, c'est pour parler des grandes cultures. Pour parler de l'élevage, je pense que c'est un peu moins vrai. Je pense qu'à partir de 50 à 80 vaches, on peut déjà commencer à avoir des beaux investissements à partir du moment où on maîtrise le débouché du produit. Et ensuite, on a dit, je voudrais attaquer, j'ai fini la minute économie, je voudrais attaquer une autre partie qui est répondre aux enjeux environnementaux de demain. On sait que il y a une urgence à ce niveau-là. L'innovation, on l'a dit, elle peut permettre de créer plus avec moins. C'est important puisqu'aujourd'hui, la population française, elle grossit. Il faut nourrir tous ces gens et maintenant avoir un impact positif sur l'environnement. Le challenge, il est monstrueux. Et là, l'innovation, elle peut sûrement vraiment donner des clés pour répondre à ça. Oui, effectivement. C'est d'ailleurs, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon entreprise. C'est l'agriculture parce que j'avais un peu ça dans le sang, mais également l'environnement. C'est-à-dire que j'avais aussi cette conscience que l'agriculture avait un rôle énorme sur l'environnement. Je pense que les innovateurs et les entrepreneurs qui créent leur entreprise aujourd'hui dans l'agritech ou dans la foodtech ont cette conscience que l'agriculture peut permettre de transformer et d'avoir un impact sur l'environnement. Donc clairement, les enjeux, c'est nourrir de plus en plus de personnes avec de qualité, avec des nourritures de qualité, et toujours la même surface agricole. Donc quelque part, il faut pouvoir préserver les sols, préserver la vie des sols. Rendre nos sols encore plus vivants pour permettre de gagner en rendement et nourrir autant de personnes. Donc effectivement, on va avoir des entreprises qui vont travailler sur l'agroécologie, c'est-à-dire comment innover dans ces sols, développer la vie des sols et donc augmenter les rendements tout en utilisant moins de produits. Je pense que les sols, c'est aussi un support à la culture. Ça a été pendant des années un peu oublié. Je pense qu'on revient maintenant à une certaine forme de compréhension des sols. Et ça va permettre d'utiliser tout le potentiel des sols pour produire un peu mieux. Clairement, sur l'environnement, on a l'eau. L'enjeu de l'eau, il est énorme. Forcément, en France, on a des endroits où la sécheresse, tous les ans, il y a des sécheresses qui permettent plus de conserver des cultures. On a des zones en France où on peut plus produire de lentilles, on peut plus produire de betteraves parce qu'il n'y a plus d'eau. Et donc il va falloir aussi remettre en cause soit les pratiques ou optimiser les cultures, trouver des nouvelles génétiques, résistance au stress hydrique, etc. Et donc l'innovation, clairement, elle va générer des impacts sur tous ces enjeux, l'eau, la qualité nutritionnelle de nos aliments, nourrir aussi de plus en plus de personnes en ville, c'est-à-dire que les gens habitent de plus en plus en ville. Il y a aussi cette tendance. Et on n'en parle pas souvent de ça, mais c'est un des plus gros problèmes de l'agriculture, je trouve, parce que si on était tous chez nous avec notre potager et nos 2 cochons, on aurait moins besoin de consommer des autres pour manger. Voilà, c'est aussi ce qui fait le fait que les agriculteurs ont une conscience un peu écologique. Ils vont protéger leur nature, ils vont protéger leur outil de travail, alors qu'effectivement un citadin qui n'a pas forcément passé sa jeunesse à la ferme, comme nous, effectivement il va pas se rendre compte de tout l'environnement et tout le rôle de l'agriculteur sur la biodiversité autour de chez lui. Et parce que c'est son outil de travail, il doit le protéger. Voilà. Et je pense que les innovations qui visent l'agriculture et l'alimentation, à 50% des motivations, voire à 100%, sont pour répondre à ces enjeux
du futur. Donc l'Europe, la France innove, les États-Unis aussi, ça c'est une évidence. Mais comment on peut faire pour que cette innovation, elle se diffuse partout dans le monde? T'es allé vivre en Inde de 3 ans, j'ai eu la chance d'y aller 6 mois moi aussi. On voit que ces pays-là, mine de rien, ils ont énormément de terres agricoles et ils ont sûrement du retard, non, par rapport à tout ça. Et comment on fait pour en faire bénéficier tout le monde? Parce qu'au final, comme dirait Jean-Louis Perrault, la planète est un petit village et il n'y a pas que nous dans l'histoire. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr qu'il y a 1 milliard, moi je le dis toujours, il y a 1 milliard d'agriculteurs dans le monde. Donc moi, avec mon entreprise, avec la ferme digitale, on aimerait pouvoir servir ce milliard, on va dire, d'agriculteurs dans le monde, et puis 9 milliards d'habitants. Clairement, en Inde, alors c'est le pays, il y a des gros besoins, il y a des grosses terres agricoles, c'est-à-dire 800 millions d'agriculteurs sur 1 milliard d'habitants, donc il y a presque 80% des agriculteurs dans le monde sont dans ces pays-là. Ils ont beaucoup moins d'hectares. Clairement, ils ont peut-être 2 hectares, 6 hectares, 7 hectares. Donc aujourd'hui, ils voient ce qui se passe dans leurs parcelles. Ils voient avec leurs yeux. Et donc, la technologie était peut-être le tracteur, la mécanisation était extrêmement importante. Il y a la conscience écologique aussi est très très forte. Donc, effectivement, ils vont avoir moins tendance à utiliser massivement des produits chimiques. Et ça, c'est pour la qualité nutritionnelle et leur santé. Ils ne sont pas sans innover. Je pense que clairement, en Inde, on voit aussi des startups et le secteur, notamment de l'agritech en Inde, est extrêmement dynamique, grâce à des données satellites, mais sur un beaucoup plus grand nombre d'agriculteurs, mais sur des beaucoup plus petits espaces. C'est-à-dire que ça va être même parfois pas simple pour une entreprise française d'aller s'exporter en Inde, parce que nous, on fait 70 hectares de moyenne et les fermes qui innovent vont faire entre 100 et peut-être 500 hectares ou plus, alors qu'en Inde, on va arriver sur des fermes qui vont faire, une grande ferme va faire 40 hectares. Donc il vaut mieux être indien ou français installé en Inde pour sortir une innovation pour l'Inde. Mais clairement, tu l'as dit, l'Israël est un pays qui innove énormément en agriculture. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'eau. Ils ont beaucoup moins de terres agricoles. On va avoir le Canada, qui est un énorme pays en innovation agricole, sauf que la surface moyenne d'une ferme au Canada, c'est 200 hectares, plus de 200 hectares. Donc clairement, pour un acteur français qui veut aller s'installer et qui veut développer son innovation dans le monde, il faut aussi d'abord qu'il réussisse à comprendre à quel type de ferme je vais m'adresser. Donc clairement, on voit des écosystèmes très forts se créer au Canada, très forts en Israël, très forts aux États-Unis. En Inde, tu l'as cité, ça commence très très bien. La Chine est un pays agricole énorme, avec l'Inde au moins autant équivalent, c'est-à-dire par exemple en Chine, on va avoir 10 fois plus de surface de pommes de terre qu'en France. Voilà, donc on a aussi des innovations dans tous ces pays. Et si les Français, les entrepreneurs français veulent pousser leur technologie, parce qu'on a un pays qui se veut être moteur dans l'agriculture et dans l'innovation, il faut réfléchir dès le début à l'international pour être fort en France, continuer à créer des emplois en France et aller chercher des débouchés sur ces marchés-là pour pouvoir ensuite générer des emplois de recherche et développement en France. Mais ça demande de changer de modèle. Pourquoi ? Parce que on n'est pas dans le même pays, on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes problèmes, on n'utilise pas les mêmes cultures, on n'utilise pas la même génétique. Et donc il faut beaucoup de moyens pour ça. Et tu l'as dit tout à l'heure, voilà, 200 millions d'euros levés en 2018. Aujourd'hui, c'est plutôt 600 à 700 millions, voire 1 milliard d'euros levés en 2021 sur toutes les startups de la foodtech et de l'agritech. En France. Ah, c'est impressionnant. Voilà, donc effectivement. Et je vais passer à la question de l'auditeur. C'est un tout autre sujet. C'est Elodie qui me demande comment on fait pour concilier l'innovation et la préservation de la ruralité, dans le sens où les consommateurs, ils attendent du savoir-faire un peu artisanal, un peu ancestral, etc. Et c'est vrai que maintenant, quand on voit certaines innovations avec des robots, je pense aux fermes verticales en aquaponie qui sont dans les zones urbaines, etc. Est-ce que l'innovation, elle va pas à l'encontre du savoir-faire du producteur et de ce que le consommateur, il attend finalement ? Oui, alors c'est vrai qu'on a cette image en tant que consommateur moi je le dis parfois de l'agriculteur dans sa ferme avec ses animaux, qui va prendre soin, qui va faire le fromage de qualité, etc., et le yaourt de qualité. Et forcément, le consommateur attend ça, en tout cas a cet imaginaire et consomme ça, mais ça ne concerne pas tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour se payer ce type de yaourt ou ce type de fromage, il faut quand même un peu mettre les moyens. Tout le monde n'a pas forcément les moyens, comme je le disais tout à l'heure. Et donc ça, il faut le préserver, parce que c'est d'ailleurs l'image de marque de la France. On a la plus grande variété de fromages, on a une viticulture mondialement reconnue. Et donc il faut préserver ces savoir-faire, il faut les exporter. Il faut les faire connaître. Il faut que les citadins et les citoyens mettent les moyens aussi pour se permettre de financer un peu ce modèle. Malgré tout, il faut aussi nourrir tout le monde. Et quand 80% des gens habitent en ville et qu'on réfléchit en grand nombre, notamment en protéines, pour alimenter tout le monde, clairement, on se rend compte qu'avec la surface agricole actuelle,
c'est difficile de nourrir tout le monde et donc il faut créer des entreprises qui vont avoir un moins d'impact sur le foncier agricole, et qui vont utiliser des nouvelles technologies pour produire des salades, pour produire des fraises, etc. Mais vaut mieux qu'elles soient en France. Je dirais vaut mieux qu'elles soient en France et que ce soit des technologies françaises et des emplois français, des ingénieurs français, des agronomes français, des scientifiques français qui créent, qui inventent ces entreprises et qui ensuite puissent les exporter dans le monde, que ce soit des entreprises israéliennes, canadiennes ou américaines qui viennent auprès de nos villes fournir des technologies pour proposer des fraises made in France à des citoyens. Et je vais passer à mes questions de fin maintenant. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de t'impliquer dans cette révolution de l'agriculture avec Winat et en tant que président de la ferme digitale ? Moi, ce qui me rend fier, c'est qu'au quotidien, je travaille et je rencontre avec des milliers d'agriculteurs qui me partagent leurs problèmes, qui me partagent leurs enjeux, leurs projets entrepreneuriaux. J'ai choisi ce métier parce que la France est aussi un grand pays agricole dans le monde avec des grands talents scientifiques, des grands talents techniques et une force du milieu agricole historique. Et c'est ça qui me rend heureux, travailler avec mon équipe aussi au quotidien. On est une quarantaine de collaborateurs chez Winat et ça me rend heureux de pouvoir travailler avec les gens à Nantes, les gens à Clermont-Ferrand et partout en France que je rencontre. Et dans la ferme digitale, ce qui me passionne, c'est que j'ai participé à co-créer cette association et je dirais que maintenant je fais un peu ma part du travail, c'est-à-dire que je rends à la communauté. C'est aussi important dans la vie de rendre un peu quand on a reçu. Et je pense que la ferme digitale, depuis le début de mon entreprise, nous a beaucoup aidé et aide aujourd'hui des centaines d'entreprises. Et donc c'était mon tour maintenant en tant que président de passer un peu de temps, de partager un peu une vision, de structurer un petit peu notre démarche et de donner envie de plus en plus d'entrepreneurs de créer des entreprises avec un but, avec un impact social, environnemental, économique, pour aider les agriculteurs, pour aider les consommateurs aussi à mieux comprendre ce qu'il y a dans leurs produits, à mieux tracer, on va dire, l'alimentation. Voilà, c'est ça qui me rend heureux. C'est l'humain, l'équipe autour de moi, chez Winat comme à la ferme digitale, et aussi l'impact qu'ont vont avoir toutes nos innovations sur les économies d'eau, sur le stockage du carbone, qui sont des enjeux principaux. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se réveille le matin sans jamais réfléchir et à penser à après-demain plutôt au passé. En tout cas, avec la double casquette Winat et la ferme digitale, tu ne dois pas t'ennuyer. Exactement. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis ? Alors, prochain repas entre amis, oui, j'ai un petit exemple. Je vais le retourner autour de l'agriculteur, mais l'agriculteur aujourd'hui, pour ceux qui n'ont jamais serré la main d'un agriculteur, qui ne sont pas encore allés dans sa ferme, il peut être à la fois vétérinaire, il peut être à la fois comptable, il peut être à la fois agronome. Il est aussi gestionnaire. Donc imaginez-vous le nombre d'années de formation et de connaissances qu'il est nécessaire pour pouvoir maîtriser ces 5 métiers ensemble. Et ça, l'agriculteur, pour le faire au quotidien, il va s'entourer parfois d'experts, mais surtout, il va pouvoir utiliser des technologies. Et j'utiliserai un exemple qui a été fourni par une société qui s'appelle Équilibre, où en moyenne, l'utilisation de ce logiciel permettait à l'agriculteur de gagner 600 heures par an de travail. C'est un logiciel de gestion de la ferme. Il y en a plusieurs, il en existe plein. Mais imaginez-vous si mon logiciel, mon robot, mon tracteur, mon GPS, ça me fait gagner 600, plus 100, plus 150. Ouais. Tout 600 heures, ça fait 25 jours. Voilà, imaginez-vous. Donc, j'ai calculé avant, je ne l'ai pas calculé de tête. Donc, vous pouvez frimer à table en disant qu'aujourd'hui, les innovations en agriculture, ça permet de gagner presque un mois de travail. Ouais. Minimum, c'est impressionnant. Et dernière question, où est-ce qu'on peut te contacter ou suivre l'actualité de Winat ou la ferme digitale ? Vous pouvez me suivre partout, @winat-8.com sur Twitter, Jérôme Leroy sur LinkedIn, la ferme digitale c'est pareil, c'est @la ferme digitale sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook et tous les réseaux sociaux qui sont utilisés aussi par les agriculteurs, par les consommateurs. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, à retweeter, à nous solliciter si ce que vous avez entendu et les questions auxquelles j'ai répondu. En tout cas, bravo pour ce que tu fais aussi, bravo pour ton dynamisme et ce beau podcast qui commence à s'installer dans le milieu agricole. Ça nous fait plaisir et on est très content que tu rejoignes le mouvement. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Merci pour ton accueil en tout cas et de nous avoir éclairé sur toutes ces questions de l'innovation et puis de m'avoir amené dans ce bel endroit qu'est la Station F. À bientôt. Merci beaucoup, Louise. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.